Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. C'est la deuxième partie de l'histoire de la France. La dernière partie a été consacrée à la préhistoire. Peut-être que certains d'entre vous qui ont vu la vidéo ont vu que j'ai parlé sur les grottes de Lascaux qui datent de 18 000 avant Jésus-Christ. Par après, j'ai parlé un tout petit peu sur la proto-histoire, l'énigme ou l'ombre d'un doute sur les mégalithes. Comment ont-ils pu être transportés en sachant que certains font 13 tonnes? Donc c'est toujours un mystère et qui font parfois 13 mètres. J'ai essayé de donner quelques indices dans ma vidéo précédente. Et maintenant, nous avons passé la proto-histoire pour arriver chez les Celtes, qu'on pourrait dire les Gaulois, et qui se sont battus contre Julius César avec le fameux Vercingétorix qui a allié toutes ses tribus pour essayer de combattre Julius César. Finalement, à Bourges, parce que normalement ils pratiquaient la terre brûlée, ils trouvaient que Bourges était un sanctuaire trop important. Ils n'ont pas pratiqué la terre brûlée et ils ont été battus par les Romains pour être exterminés à Alysia qu'on n'a jamais retrouvé. Donc, ce qui se passe, c'est que les Romains vont prendre contrôle. Alors, première chose qu'il faut savoir, quand ils vont prendre contrôle, Julius César va faire quelque chose de très important, qu'on a fait aussi sous la Révolution. On a détruit toutes les temples gauloises et on a détruit les puits. Certains de ces puits existent encore toujours actuellement. Je vous donne un exemple. Dans la cathédrale de Chartres, quand vous allez dans la crypte, vous pouvez retrouver un puits. Sur ce puits, nous avons construit un temple gallo-romain. Sur ce temple gallo-romain, nous avons construit une église carolingienne. Et sur cette église carolingienne, nous avons la cathédrale de Chartres d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le puits est très important parce que c'est le lieu où on construit quelque chose d'autre qui est aussi religieux ou spirituel sur le lieu où ce qu'on vénérait encore ce puits. Donc on croit que Chartres aurait été un lieu où ce que les druides venaient tous ensemble. Bref, on passe. On sait que les Romains vont s'allier avec les Gaulois et cette civilisation va s'appeler les Gallo-Romains. C'est la civilisation qui va être en paix la plus longtemps de toute notre civilisation. Donc, ce qui va se passer, c'est que les Romains vont mettre de l'ordre. Déjà, première chose, il faut une langue universelle. Ça sera le latin. Le latin sera la langue universelle. Donc, tout le monde qui veut faire un achat ou se trouve devant un tribunal ou peu importe, doit parler le latin. Et si vous voulez monter en hiérarchie ou vous voulez travailler dans l'administration, il vous faut le latin. Bien sûr, les tribus gaulois parlaient toujours leur dialecte. C'est de là que va venir le breton et toutes ces petites choses. Aussi, on sait que les Romains étaient très forts dans la juridication. C'est-à-dire que les lois vont changer et que c'est des vrais constructeurs. Juste pour vous donner un exemple, dans le sud de la France, il y avait des ponts qui sont écroulés pendant 1999 dans cet orage qui était hyper violent. Et il y a des ponts romains qui ont survécu. Pour vous dire, ces mecs-là construisaient du solide. Et après, les Romains sont très connus par leur divertissement. C'est-à-dire que ils aimaient bien les gladiateurs, les fêtes, les poésies et tous ces genres de choses étaient très connus. Et dernière petite chose qui est très importante, ils vénéraient l'empereur. Donc les panthéons, il y avait liberté de culte, c'est-à-dire on pouvait vénérer qui on voulait, en sachant celui-là qui surplombait les panthéons, c'est l'empereur lui-même. J'y reviendrai sur le culte de l'empereur parce que j'ai beaucoup de mal quand on appelle Charlemagne l'empereur. Mais j'y reviendrai par après. Napoléon, pour moi, est un empereur. On est empereur si on fait le culte de l'empereur et je pense pas que Charlemagne faisait le culte de l'empereur. Bref,
Une fois que nous avons passé les Gallo-Romains, au IIIe siècle après Jésus-Christ, nous avons le début, je le dis bien, le début des invasions barbares. Que veut dire le mot barbare? Tout simplement, le mot barbare veut dire tout ce qui se trouve à l'extérieur de l'Empire romain. On pourrait dire c'est non civilisé. Ça, c'est bien sûr la vie des Romains, parce que c'est les Romains qui ont écrit sur les barbares. Donc, au IIIe siècle après Jésus-Christ, on a pu repousser les invasions des barbares, parfois par des peuples barbares qui vont s'allier avec les Romains, comme les Francs. Les Francs vont être déjà amis avec les Romains, en sachant qu'ils ont aussi repoussé Attila en coalition avec les Visigoths. Donc Francs, Visigoths, on va avoir plusieurs peuples. Mais dans le 5e siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain n'a plus d'argent, il va s'effondrer. N'oubliez pas que l'Empire romain va de l'Irak jusqu'à l'Écosse, et il y a Orient et Occident. 5e siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain de l'Occident, pas de l'Orient, parce que celui-là, il va continuer jusqu'à 1453 et va finir avec la prise de Constantinople, avec les Ottomans qui vont pourchasser tous les gens importants à Constantinople, qui vont venir dans l'Occident, et ces gens qui sont importants vont changer la tendance et on rentre dans la Renaissance. Donc l'Empire romain de l'Occident s'effondre, on peut dire, vers 476, quand Clovis, donc le roi des Francs qui connaissait déjà les Romains, va battre un des derniers généraux de l'Empire romain qui s'appelle Syagrius. Finalement, ce qui se passe dans le 5e siècle après Jésus-Christ, c'est que les invasions barbares deviennent de plus en plus puissants et donc vont prendre quelques territoires dans l'Empire romain. Je m'explique. Les Francs vont dominer de Tournai jusqu'à Paris. Les Allemands vont prendre l'Alsace, la partie autour de l'Alsace. Je parle des mots actuels, à l'époque ça s'appelait pas Alsace. Les Burgondes vont envahir la Bourgogne, donc ça sera leur territoire. Les Visigoths vont avoir une partie de l'Aquitaine, une partie, on pourrait dire, du Languedoc-Roussillon et une partie de l'Espagne. C'est l'ennemi numéro 1 des catholiques et de Rome, parce que les Visigoths sont intenables et de temps en temps, ils brûlent la ville de Rome, et ils l'ont brûlée une fois. Et puis nous avons dans le sud, si je ne me trompe pas, dans le sud de l'Espagne, nous avons les Vandales qui envahissent jusqu'à l'Afrique du Nord. Et dans cette époque-là, le christianisme est aussi dans l'ordre du jour, en sachant qu'il y a eu le concile de Nicée qui était liberté du culte, donc le christianisme pouvait être vénéré, et en 381, Théodose va en faire une affaire d'État, et donc du coup le christianisme va devenir la religion qu'on doit vénérer, et toute autre religion est vue comme hérétique. Donc du coup les tendances ont changé avec le 3e siècle après Jésus-Christ, où ce qu'on poursuivait, on persécutait encore toujours les chrétiens. Dans le 5e siècle après Jésus-Christ, nous avons nos fameux Francs qui vont essayer d'unifier la Gaule avec l'appui de l'Église. Je n'ai jamais su, est-ce que c'est les Francs qui ont demandé de l'aide à l'Église ou l'Église qui a demandé de l'aide à les Francs? Je ne pourrais pas vous répondre sur cette question-là, ou est-ce que ça s'est fait naturellement, en sachant que Clovis va battre Syagrius, comme je vous dis, à Soissons, qui était lié avec les Visigoths. Finalement, Clovis va se marier avec une Clotilde, en sachant qu'il ne l'a pas fait pour ses beaux yeux. Je vous explique le contexte politique. Les Burgondes et les Visigoths étaient les grands peuples barbares dans l'Empire romain. Si ces deux s'alliaient, c'était fini pour les Francs. Donc du coup, on a fait un mariage avec les Francs en contrepartie que les Burgondes ne
s'allie pas avec les Visigoths. C'est ni plus ni moins pour cette raison-là que Clotilde va se marier avec Clovis. Clotilde est catholique. Elle va essayer de convertir son mari dans le catholicisme. Le problème qui se pose, c'est qu'ils vont faire un enfant, ils vont baptiser cet enfant, et on sait que le baptême donne une sorte de protection, et quelques jours après le baptême, l'enfant va mourir. Donc Clovis, il se pose des questions, et il s'est dit, le Dieu de Clotilde, donc ce Jésus, il n'est pas vraiment fiable, parce qu'on a baptisé notre enfant, il devrait être sous protection, et il est mort. En 496, l'histoire a été écrite par Grégoire le Tour qui l'a arrangé un tout petit peu à sa sauce pour faire de la propagande sur le christianisme. Je m'explique. Clovis bagarre à Tolbiac. Vous avez une gare de métro à Paris qui s'appelle Tolbiac. Et donc du coup, se bat contre les Allemands. Ça tourne mal. Il essaye d'invoquer ses dieux, ça ne marche pas. Il invoque le dieu de Clotilde et la légende dit, attention, une légende veut dire quelque chose qu'il faut entendre, c'est pas une vérité. La légende dit que la croix de Jésus a apparu et à ce moment-là que le chef des Allemands ramasse une hache dans la tête et à cette époque-là, quand le chef de la tribu est mort, c'est-à-dire que la tribu ne peut plus vivre et c'est la fin de la tribu. En 496, on dit qu'il va être baptisé. On n'est pas tous d'accord sur cette date. Certains disent 96, certains disent 98. Bon, disons 496 pour pas compliquer. Le 25 décembre, date très symbolique parce qu'on sait que le 25 décembre est la naissance du Christ et la naissance de plusieurs autres divinités. Et donc du coup, on fait le baptême de Clovis qui se passe à Reims, très important. Et donc, on peut dire que Clovis est l'aîné de la royauté de la France et que tous les rois vont essayer d'être dans les pas de Clovis pour être légitimes. Donc il va y avoir un baptême aussi collectif après Clovis. On dit 3000 guerriers. Bon, je crois prendre avec des pincettes parce que Grégoire le Tour a toujours un peu exagéré dans ses histoires. La légende dit qu'il y avait tellement une turbulence devant l'église qui n'est pas la cathédrale que vous connaissez aujourd'hui, qu'il y a une colombe qui est blanche, qui représente la pureté, qui représente l'histoire de Noé, qui représente la résurrection, qui est venue avec une sainte ampoule oindre le roi, qui était une crème qu'on mettait là, pour dire qu'il faisait partie des représentants des rois d'Israël, parce qu'ils pratiquaient exactement la même chose. Je vais juste boire un peu parce qu'il fait extrêmement chaud. Donc, Clovis va faire avec Clotilde 3 enfants. Il aura aussi un enfant avec une autre femme avant Clotilde. Et on pourra appeler ça la lignée des Mérovingiens. Petit problème, c'est sous Capet que les tendances vont changer, mais ce peuple barbare qui commence à devenir civilisé a un petit souci, c'est que l'aîné ne va pas avoir tout l'héritage, c'est-à-dire que l'héritage de Clovis va être coupé en 4 morceaux. Chacun va prendre une part et on sait comment ça se passe entre les frères. 2 frères vont se mettre en coalition, massacrer tel frère va se marier avec je sais pas qui chez les Visigoths, va s'allier, on va massacrer sa famille. Et ça se passe un peu dans un contexte comme ça. Il y aura une partie Austrie et l'autre partie sera Neustrie. Et ça sera un peu la catastrophe. De temps en temps, on arrive à unifier et de nouveau, ça part de nouveau en cacahuète. Donc, à chaque fois, on essaye de se rallier, ça repart, rallier. Bref, ce
qui se passe, c'est que c'est un peu tout et n'importe quoi, et cette époque de barbares et cette unification de Gaule ne marche plus à cause de toutes les descendances de Clovis. En sachant que quand même Clovis avait battu les Allemands, les Bourgondes et les Visigoths, le but de Clovis était d'unifier la Gaule et surtout donner une tendance catholique. Mais ça, je pense, c'était plutôt l'évêque Saint-Rémy qui avait baptisé Clovis et Grégoire le Tour qui était bien sûr sous l'autorité de l'Église. Donc il ne pouvait pas écrire tout et n'importe quoi. Ce qui se passe, c'est qu'on doit quand même comprendre plusieurs choses. La première chose, c'est de savoir l'origine de ces Mérovingiens. D'où viennent-ils? Malheur à cette question, nous n'avons pas de réponse. Donc, il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse on pense qu'ils viennent de l'Anatolie. Anatolie, c'est la Turquie actuelle. Et comme c'était des semi-nomades, ils ont descendu et ils sont venus par la mer Baltique, par le Danube, le Rhin, et puis sont arrivés quelque part en France. Deuxième, on pourrait dire qu'ils viennent de la Grèce. Troisième, certains, et ça, je pense que c'est celle qui me convient le plus, on pourrait dire que ces Francs étaient déjà des Gaulois. Ça expliquerait aussi ça s'expliquerait très simplement que dans le 3e siècle après Jésus-Christ, les Romains les ont choisis pour se protéger contre les autres barbares, en sachant que eux étaient déjà gallo-romains parce qu'ils étaient déjà mélangés entre Romains et Gaulois. Donc, ça pourrait que c'est une tribu gauloise. Après, il y a des théories un tout petit peu plus farfelues, mais qui ont aussi du sens. Certains disent que ça pourrait être des rescapés de la guerre des Troie. Pourquoi pas? Des autres disent que ça peut être des rescapés du déluge. Alors, curiosité ou pas, Mérové, le grand-père de Clovis, c'est comme ça qu'il s'appelait, veut dire né d'un veau d'or. Donc, c'est quand même assez curieux d'appeler quelqu'un comme ça, né d'un veau d'or. Donc, peut-être on pourrait dire des rescapés du déluge, parce que l'ère de veau, c'est à cette époque-là. Deuxième chose qu'on peut se poser aussi, on peut aussi le dire, c'est certains théoriciens, encore des hypothèses, disent que ça pourrait être des survivants des Sumériens. Et des autres disent que ça peut être des gens de l'Atlante. Donc, du coup, on peut dire que c'est des gens très importants. En tout cas, pour moi, c'est des Gaulois parce qu'en sachant que les Gaulois se trouvaient quand même à l'Anatolie, se trouvaient dans le Moyen-Orient et se trouvaient un tout petit peu. J'en avais parlé dans ma vidéo précédente. Bref, autre chose qui est très important à savoir, c'est qu'on les appelait les rois chevelus. C'est-à-dire que c'était des rois avec des cheveux longs. Alors vous allez dire que certains d'entre vous vont dire ce n'est pas très important. Eh bien moi je vais vous dire que c'est hyper important. Déjà, la première découverte qu'on a fait, c'est qu'on a découvert que c'est que l'élite qui avait des cheveux longs. Et on pourrait dire que la monarchie française a souvent eu des cheveux longs. On pourrait même voir les perruques de Louis XIV qui vont jusqu'à je ne sais pas où. Et donc du coup, c'est un symbole de pouvoir. Je m'explique pourquoi c'est un symbole de pouvoir. Tout simplement, regardez une femme. Une femme est voilée. C'est-à-dire que si la femme est voilée, c'est que les cheveux captent des ondes. On pourrait dire que ces ondes, dans une terminologie grecque, seront les ondes de Vénus. Ça nous donne une attiration. Malheureusement, on n'est plus des animistes. À cette époque-là, on pense vraiment en Dieu, et c'est-à-dire que ça pourrait être vu comme le mal, parce que l'impulsion sexuelle était vue comme le mal, sauf si vous êtes un mâle vous-même. Donc, c'est quelque chose d'assez curieux. Regardez aujourd'hui quand vous allez en prison. La première chose qu'on fait, c'est couper vos cheveux. Donc, il y a quand même quelque chose, une tradition qui est restée. Regardez la guillotine. On disait que quand on allait en guillotine, on devait couper les cheveux parce que sinon la guillotine restait coincée. Et on va même aller plus loin. Si vous regardez la monarchie, vous voyez qu'ils ont des cheveux longs. Si vous regardez la République, sans compter Saint-Just qui a travaillé à la République mais qui avait une mince affaire,
Je ne connais pas personnellement beaucoup de présidents avec des cheveux longs. Donc on voit que même sur une question vestimentaire, on change la tendance. Deuxième chose sur les Mérovingiens, qui est hyper important, c'est le symbole. Comment peut-on reconnaître les Mérovingiens? Déjà par les cheveux longs. Comme je vous ai dit, c'était un sacrilège de couper les cheveux. Le dernier mérovingien, les Pépinides, lui ont coupé les cheveux. Deuxième chose, leur emblème était la fleur de lys. Alors, ça peut nous de nouveau ramener chez les Sumériens et les Égyptiens parce que la fleur de lys existe déjà avant le catholicisme. Très important à savoir. Donc, c'est de nouveau une tradition qui fait partie de la tradition primordiale, qui est la pureté, la trinité, nanani, nanana, et on y revient. Alors, deuxième symbole, et celui-là est très important, c'est l'abeille. Bon, on pourrait dire pourquoi cet animal, ou ce petit insecte, tout simplement, l'abeille est très spéciale parce que déjà, il est travailleur, il travaille pour la ruche, et il apporte le miel. Et le miel, c'est quoi? Le miel, c'est un culte solaire parce que automatiquement, quand vous voyez le miel, vous avez la même couleur que le soleil, donc on pratique de nouveau un culte solaire. En sachant que Napoléon, sur ses blasons, on retrouvait l'abeille avec le bateau que vous connaissez tous, et devant le bateau, vous avez Isis sur le blason de Napoléon qui voulait être héritier de tout et de tout le monde et pas seulement de Charlemagne, j'y reviendrai un peu plus tard. Finalement, on a l'abeille, la fleur de lys et on avait le crapaud, mais sur le crapaud, malheureusement, je ne peux pas vous donner une explication parce qu'il n'y a pas d'explication pourquoi ils vénéraient le crapaud. Autre chose qui est très importante, c'est qu'on a retrouvé des tombeaux de cette époque-là. On a trouvé sous le régime de Louis XIV un trésor à Tournai avec le père de Clovis, qui s'appelle Chilperic si je ne me trompe pas, avec 300 ou 400 abeilles, des bijoux, de toutes choses extraordinaires. Dans le 19e siècle, on l'a volé et le reste du trésor, on les a fondus pour les vendre au kilo, pour vendre l'or au kilo. Donc vous voyez qu'au 19e siècle, tout ce qu'on a trouvé des Mérovingiens, on s'en moque un peu. Alors, quelle est la fin de ces Mérovingiens? Tout simplement, il y a les maires du palais. Les maires du palais, c'est un peu, on peut dire, la bourgeoisie qui est un peu contre le roi et qui va essayer de prendre le pouvoir du roi. Il va dominer la caste militaire, qui était une caste très importante à cette époque-là, et va commencer à dominer la caste spirituelle et va se faire des bons amis chez les clergés. Les maires de Paris sont des noms qui sont très connus en France. C'est-à-dire, je vous donne quelqu'un, Pépin Herstal, les Pépinides, Charles Martel, qui était aussi un chef des maires de palais, très connu et très connu par la bataille de Poitiers, Pépin le Bref, le père de Charlemagne, et Charlemagne qui va refaire une nouvelle dynastie qui est les Carolingiens. Alors, juste pour vous dire, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. Ça s'est fait sur plusieurs années. Et en plus, parfois, il y a des croisements. Hein, on marie tel à tel pour devenir de plus en plus puissant. Et il y en a un que je voulais quand même vous raconter qui s'appelle Dagobert II. Pas le Dagobert I qui a mis la coulette à l'envers, mais ça j'y reviendrai dans une autre vidéo. Dagobert II a été repoussé par les Pépinides, a vécu dans un monastère en Irlande, est revenu sur la terre française parce qu'il s'ennuyait un tout petit peu, a fait un enfant avec une femme qui se trouvait du Languedoc, et donc du coup les Pépinides vont le trouver dans la forêt de Stenay qui se trouve dans les Ardennes. On lui transperce avec une flèche, il meurt, l'enfant est dans une corbeille, on le transporte et on l'amène dans le Languedoc. Et la légende veut, alors c'est une légende, attention à prendre avec des pincettes, que comme vous savez que dans le Languedoc-Roussillon, vous avez aussi l'histoire de Marie-Magdeleine et Jésus, qu'ils ont eu des héritiers, et que la lignée mérovingien s'est mélangée avec la lignée de Jésus et de Marie-Magdeleine, et qu'il y avait donc une lignée,
on peut dire, secrète et qui est la vraie lignée de France. Et ce serait la thèse de Louis XIV avec l'homme de masque de fer. Parce que si c'était vraiment un de la lignée des Mérovingiens, il ne pouvait pas le tuer parce que c'était le vrai roi de sang. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle on devait cacher sa tête. C'est une des thèses, hein, je ne vous dis pas que c'est la bonne. Donc, on a parlé un tout petit peu des Mérovingiens. On comprend que les Pépinides vont prendre le pouvoir. Et celui-là qui va prendre le pouvoir, c'est Pépin le Bref. On va couper la tête, pas couper la tête, couper les cheveux des Mérovingiens, donc des Mérovingiens très importants. Et Charlemagne va prendre le pouvoir. Et on dit toujours Charlemagne est un empereur. Eh ben moi je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'il faut savoir que le pape a demandé de l'aide à Charlemagne parce qu'il y avait les invasions des Lombards, mais le pape a couronné Charlemagne. C'est-à-dire que le pouvoir spirituel est au-dessus du culte de l'empereur. En sachant que l'Église est au-delà, Charlemagne, je crois qu'il s'y attendait pas vraiment, et c'est pour cette raison-là que Napoléon va se auto-couronner. Parce que si il se fait couronner par le pape, c'est-à-dire que le pape a le pouvoir sur Napoléon. Ni plus ni moins que cela. C'est mon avis. Deuxième chose, on ne peut pas dire que Charlemagne fait partie des cultes de l'empereur parce que le culte de l'empereur était de dire liberté de culte, comme Julius César faisait. Mais vous vénérez moi, et c'est moi qui est au-delà de tout le monde. Et c'est pour ça que les Juifs n'aimaient pas Julius César et ni les Romains, parce qu'ils n'adhéraient pas à la culte de l'empereur, parce que leur Dieu, Yahvé, est transcendant. Donc ça n'a aucun sens de dire même que Napoléon a fait un bon et directement héritier de Charlemagne. Il veut tout faire ce que Charlemagne a fait, mais toujours à l'opposé. Et en plus que ça, c'est pas les mêmes. Charlemagne ne savait ni lire écrire. Charlemagne était un mec de 2 mètres qui était un guerrier incroyable hors norme. Charlemagne était pieux. Tout ce que Napoléon n'était pas. Et en plus que ça, n'oubliez pas, Charlemagne s'est déplacé à Rome. Napoléon a fait venir le pape, oui, par force, à Paris. Et l'idée de Napoléon était simple, faire de Rome Paris. Donc ça devait être le nouveau Rome devait être Paris. Ça s'est pas fait avec la bataille de Waterloo et l'exil qu'il y a eu avant dans l'île de Ré. Bref, passons Charlemagne. Charlemagne va avoir un enfant qui s'appelle Louis le Pieux. Louis le Pieux va avoir 3 enfants et rebelote, on est reparti. Comme l'aîné ne prend pas tout l'héritage, on recoupe de nouveau la France en je sais pas combien de parties, 3 parties. Et là, c'est la catastrophe. C'est l'année 9e siècle, 10e siècle, qui est une catastrophe vraiment, on peut dire apocalyptique. Tout simplement, nous avons dans le sud les Arabes, qui sont extrêmement puissants. Nous avons dans le nord les embarquements des Vikings. Et au plein milieu de nos terres, nous avons 3 frères qui sont en train de s'entretuer, qui disent « moi je veux tel pouvoir, moi je veux tel. » Donc c'est la catastrophe. Et à chaque fois qu'il y a une catastrophe, il y a une autre bourgeoisie qui va sortir de l'eau. Et c'est les Capétiens. Alors les Capétiens directement vont inventer quelque chose d'extrêmement important. C'est le sacre. Le premier sacre, c'est celui-là de Hugues Capet. On ne compte pas le sacre de Clovis. Alors Hugues Capet, hyper important, il n'a pas fait le sacre à Reims. Normalement, si vous voulez faire partie des 3 divins, c'est que vous devez faire le sacre à Reims. Quelle est la raison? Tout simplement, il était saccagé. Il a été détruit par les Normands, donc on ne pouvait pas, donc on l'a fait à Noyon. Comment un sacre se passe-t-il? C'est très codifié, c'est-à-dire, il y a une procession, il y a toute une... le roi doit jeûner je ne sais pas combien de jours. Il attend, puis il change de vêtements pendant 7 fois. Puis la cérémonie dure des heures et des heures et des heures et des heures.
Puis par après, il doit guérir les écureuils. Puis il y a le oindre aussi. Il faut oindre avec l'huile que je vous ai dit qu'on utilisait déjà chez les rois d'Israël. C'était hyper codifié. Et ce qui est super intéressant aussi à savoir, c'est qu'on n'a toujours pas su de quoi était fait cette chose. On a trouvé la Sainte-Ampoule. On sait que la Sainte-Ampoule a été détruite en 1793 sous la Révolution française parce que on voulait prouver que si on détruit ça, que rien n'allait nous arriver. On voit qu'après la Révolution française, les choses ne tournent pas si bien que ça. Bref, on passe, mais on n'a jamais su ce qui était vraiment cette chose malaxée avec un certain huile qui était amené par une colombe sous la légende de Clovis. Est-ce que tout le monde a fait le sacre à Reims? Il y a quelques exceptions. Hein. Je crois, si je ne me trompe pas, Louis VI le Gros, le malheureux, il a été frappé par quelque chose, je ne sais plus trop quoi. Je sais aussi Henri IV. Hein. Parce qu'à cette époque-là, les seigneurs avaient certaines parties du royaume et je sais que ça appartenait à la famille des Guises et la famille des Guises était hyper catholique et Henri IV était protestant parce que c'était une affaire un peu curieuse. Donc Henri IV ne l'a pas fait à Reims, si je ne me trompe pas, c'était à Chartres. Et donc Louis-Philippe, ouais, qui était franc-maçon donc, et maître du Grand Orléans, le dernier roi des Français, pas de la France. Celui-là non plus, le dernier roi à avoir fait le sacre, c'est Charles X, qui n'était pas la même procédure qu'il y a eu Capet, hein. C'était pas autant codifié, ça durait 3 heures, la couronne est tombée sur sa terre, c'était un peu la catastrophe. Bref, on passe. Finalement, les Capétiens vont prendre le pouvoir et c'est comme ça qu'on rentre de nouveau dans une nouvelle dynastie. Alors, Capétien, Capet, d'où ça vient, on n'en sait rien. On pourrait dire que Capet pourrait venir de la cape de Saint-Martin qui avait coupé la cape en deux, vous vous rappelez, hein, une partie pour la personne qui était pauvre et qui avait froid, une famille qui avait froid, et une autre partie qu'il a gardée pour l'Empire romain. Ça colle vraiment avec la cape et la chapelle. Donc, une partie, la chapelle, est construite pour ce Saint-Martin, pour la protection de la chapelle. Donc une protection, parce que vous savez qu'une chapelle est un oratoire où ce que vous faites une déviation pour je ne sais pas quoi ou quoi que ce soit. Et donc l'Empire romain, parce que, soyons honnêtes, c'est le pape qui a le pouvoir. Ou Capet pourrait aussi être une barbe, pourrait faire partie de nouveau de la dynastie des rois. En tout cas, Capet est un surnom et pas son vrai nom. Hein. Hugues est son vrai nom parce que je crois, si je ne me trompe pas, il fallait avoir le nom des grands-parents. C'est quelque chose de très aussi codifié et ça a changé de nouveau que dans le 19e siècle. Bref, finalement, les Capétiens vont avoir le pouvoir et ça va durer jusqu'à, si je ne me trompe pas, les Valois avec Charles V. Finalement, pour faire un résumé, on peut parler un tout petit peu du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, donc, commence avec